Bienvenue dans ce cours sur Git et GitHub. Je m'appelle Romain Cessa, je suis développeur de logiciels et je vais vous accompagner tout au long de ce cours pour vous aider à devenir des experts de Git et GitHub. D'abord, on va voir ensemble à quoi ressemble ce cours. Je l'ai divisé en deux parties, plus une partie en bonus pour aller un peu plus loin si vous en avez envie. Chaque partie contient plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, vous allez trouver de nombreuses ressources pour vous aider à comprendre les notions abordées. Des vidéos comme celle-ci, où je vous explique certains concepts théoriques, mais aussi des démonstrations pour vous expliquer certaines manipulations techniques, étape par étape, en vous partageant mon écran. Les textes du cours accompagnent le contenu vidéo. Vous pouvez y trouver des explications en texte et en images, des liens vers des ressources complémentaires et des exercices pour vous entraîner. À la fin de chaque partie, j'ai préparé un quiz pour vérifier vos connaissances. Ils vous permettent de confirmer que vous avez bien retenu les informations clés du cours et d'identifier ce que vous devez retravailler. Alors, prêt à commencer? Je vous retrouve tout de suite pour vous aider à devenir des experts de Git et GitHub. Je vous avais dit que tout au long de ce cours, on allait faire de la pratique. Eh bien, je vous présente Open Transport. C'est l'exercice que j'ai imaginé pour vous. Un projet open source d'application web pour promouvoir le covoiturage. Vous allez tout de suite pouvoir accéder au contenu que j'ai créé sur GitHub et contribuer à son développement. Mais qui dit open source dit travailler avec des dizaines, voire des centaines de collaborateurs. Alors travailler au sein d'une aussi grande équipe, ça peut vous sembler un peu compliqué. Pas de panique. Dans ce chapitre, je vais vous montrer comment vous pouvez vous rendre utile à un projet collaboratif en respectant les règles de contribution et en travaillant sur une partie du code en local depuis votre ordinateur. D'abord, se rendre utile. C'est vrai que pour développer une appli, on ne sait pas forcément par où commencer. Pour savoir sur quels éléments il faut travailler en priorité, GitHub met à disposition une fonctionnalité très pratique, les GitHub Issues. Une issue correspond à une tâche qui peut être une nouvelle fonctionnalité, la correction d'un bug, etc. On peut donc choisir une tâche à sa portée et se mettre au travail. Mais on ne va pas faire ça n'importe comment. Il faut respecter certaines règles. En fait, dans un projet collaboratif, on trouve toujours un ensemble de documents standards qui dictent les règles et les bonnes pratiques de contribution. Dans notre projet, vous allez voir qu'il y a 3 fichiers différents pour présenter toutes les infos. Un fichier README qui contient une description du projet, des règles de collaboration, qu'on appelle aussi guidelines, et un code de conduite. Vous allez trouver ces documents à la racine du repository. Avec ça, on est prêt à commencer. Enfin presque. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas tous travailler sur le même fichier. C'est tout le principe de GitHub. On va tout simplement travailler sur une copie. On pourrait faire un clone du projet, ce qui reviendrait à créer une copie sur notre poste de travail en local. Si on travaillait sur un clone, on pourrait directement envoyer une modification au projet d'origine, en faisant ce qu'on appelle un push. Mais comme notre projet est en open source, ça deviendrait vite très confus. Alors on va faire un fork du projet, ce qui va créer une copie du projet sur notre propre compte GitHub. À partir d'un fork, pour apporter une modification au projet d'origine, il faut passer par une demande qu'on appelle pull request. Le fork est donc une copie totalement isolée du projet d'origine. En open source, c'est toujours cette option qui est choisie parce que c'est plus sûr. Nous, on va donc commencer par forker le projet, mais ensuite on va cloner ce fork. Comme ça, on pourra travailler directement depuis notre poste de travail. Pas mal, n'est-ce pas? Allez, je vous explique ça en détail. À tout de suite. Bienvenue dans cette démonstration, où je vais vous montrer comment forker puis cloner un projet. Le projet que je vais forker est intitulé Expert Git GitHub et il est sur le compte GitHub Open Classrooms-Student-Center. Pour le forker, je commence par cliquer sur le bouton Fork en haut à droite de la page. Sur cette nouvelle page, je constate que mon compte GitHub est sélectionné et que le nom du fork est pré-rempli avec le nom du projet que je suis en train de forker. Je ne souhaite pas le modifier et je ne rajoute pas non plus de description. Il me suffit maintenant de cliquer sur le bouton
create fork. Voilà, le projet est forqué. Je note que je suis désormais sur mon compte Romain c'est ça, avec le nouveau projet. Et j'ai l'information que ce projet provient d'un fork à partir du compte Open Classrooms-Student-Centers et le même nom de projet. Je vais maintenant cloner le projet. Pour cela, je commence par cliquer sur le bouton Code pour récupérer l'URL du projet. Je copie cette URL. Maintenant, j'ouvre un terminal et j'exécute la commande git clone suivie de l'URL du projet. Via cette commande, je vais pouvoir récupérer le projet qui est sur mon repository GitHub en local. J'exécute la commande. Je note que le clone a bel et bien été réalisé. Je peux le constater en affichant la liste des répertoires. Et ici, il y a un nouveau répertoire qui a le nom de mon repository GitHub. Je peux rentrer à l'intérieur de ce répertoire. Je constate le contenu de mon répertoire. Il y a bel et bien le contenu du repository GitHub désormais sur mon poste de travail. Voilà, nous avons forqué et cloné un repository GitHub. Voyons ensemble comment créer une pull request. Pour cela, nous allons traiter l'issue numéro 2 intitulée « Modifier l'auteur dans le fichier readme.md ». Comme la description l'indique, il s'agit de modifier le texte non spécifié de la section « Auteur » par les initiales de l'auteur, à savoir O.C. Commençons donc par ouvrir le fichier readme.md dans un éditeur de texte. Personnellement, j'utilise Sublime Text. Une fois sur Sublime Text, je vais donc dans la section « Auteur » tout en bas, puis je change le texte non spécifié par O.C. comme demandé. Je sauvegarde maintenant ma modification et je vais me rendre sur un terminal pour exécuter les commandes git qui permettront d'envoyer cette modification sur le repository distant. Je commence par taper la commande git add readme.md. Ensuite, je commit avec git commit-m, puis le message de commit. Enfin, je fais un git push. Voilà, la modification réalisée sur le fichier readme.md a été envoyée sur le repository distant. Je vais maintenant pouvoir créer la pull request. Et pour cela, je me rends sur la page GitHub de mon repository. Une fois sur la page GitHub du repository, je vais dans l'onglet Pull Requests, puis je clique sur le bouton en haut à droite New Pull Request. Je me retrouve désormais sur le repository originel, à savoir Open Classrooms-Student-Center, expert Git GitHub. Il est indiqué ici que le head de mon repository, Romain c'est ça, va pouvoir être mergé sur le base repository, qui est le repository originel. On note quel est le commit qui est concerné, et on voit même quel est le contenu de ce commit. Je peux donc concrétiser maintenant ma pull request avec le bouton Create Pull Request. Un formulaire s'ouvre, je pourrais modifier le titre de la pull request, je pourrais écrire un commentaire, une description pour cette pull request, et maintenant je vais tout simplement cliquer sur le bouton Create Pull Request. Voilà, la pull request a été créée et elle est prête à être mergée par une personne qui a le droit de le faire sur le repository originel. Nous avons réussi à créer une pull request. Voyons ensemble comment résoudre un conflit qui est sur notre repository. Nous allons commencer par constater le conflit grâce à la commande git status. Et nous voyons, notamment grâce à la ligne rouge, que le fichier readme.md est en conflit. Nous avons 3 solutions pour résoudre ce conflit. Nous pourrions conserver la version distante du fichier readme.md et donc écraser la version locale de ce fichier. Ou bien nous pourrions faire l'inverse, c'est-à-dire conserver la version locale et écraser la version distante. Comme troisième et dernière solution, nous pourrions créer une version hybride du fichier readme.md qui tient compte de modifications qui sont dans la version distante, mais aussi de modifications qui sont dans la version locale. Voyons ensemble comment faire ces 3 possibilités. Pour récupérer la version distante et écraser la version locale, j'exécute la commande git checkout -zars
readme.md. Désormais, dans mon répertoire de travail, le contenu du fichier readme.md correspond au contenu présent sur le repository distant. Pour finir de résoudre le conflit, je dois maintenant exécuter les commandes classiques git add readme.md, puis git commit-m avec un message de commit, enfin git push. Je peux maintenant constater que le conflit est bel et bien résolu avec la commande git status. Et on note ici bien que nous sommes up-to-date sur la branche distante origin main, le conflit est résolu et nous avons réussi donc à conserver la version distante au lieu de la version locale. Pour conserver la version locale tout en écrasant la version distante, j'exécute la commande git checkout -hours readme.md. Désormais, dans mon répertoire de travail, le contenu du fichier readme.md est bien celui que j'avais défini localement. Pour finir de résoudre le conflit, je dois maintenant exécuter les commandes classiques, à savoir git add readme.md, puis git commit-m avec un message de commit adapté, et enfin git push. Je peux constater que le conflit est bel et bien résolu avec la commande git status, et nous voyons que la branche main est bien up-to-date avec la branche du repository distant origin main. Nous avons réussi à résoudre le conflit en conservant la version locale du fichier readme.md. Pour créer une nouvelle version du fichier readme.md, nous allons tout simplement ouvrir ce fichier dans un éditeur de texte. Personnellement, j'utilise Sublime Text. Le conflit est visible entre la ligne 14 et la ligne 20. Entre la ligne 14 et 16, il y a la modification locale du fichier. Entre la ligne 18 et 20, il y a la modification distante. Je souhaite conserver la ligne 15 à un navigateur web et la ligne 18 à un serveur web comme exemple. Ainsi, je ne vais perdre ni la modification locale, ni la modification distante. Je supprime donc les lignes 14, 16-17, mais aussi 18 et celle qui était la ligne 20. Voilà, j'ai uniquement les deux lignes que je souhaitais. Maintenant, je sauvegarde le fichier, puis je retourne sur le terminal. Pour finir de résoudre le conflit, je dois maintenant exécuter les commandes classiques git add readme, puis git commit-m avec un message, enfin git push. Voilà, le conflit est résolu et on peut le constater avec la commande git status. Notre branche main est up-to-date avec la branche distante origin main. Nous avons résolu le conflit. Avant de commencer, on va se rappeler notre méthodologie de résolution de conflit. D'abord, il faut bien comprendre le conflit. Pour ça, on va se servir de la commande git status. Alors, analysons le conflit. J'exécute la commande git status. La ligne rouge nous permet de comprendre que le fichier contributing.md est en conflit. Son contenu a d'ailleurs été modifié pour y indiquer le détail du conflit. Maintenant, on va devoir choisir entre plusieurs solutions. Est-ce que vous vous en souvenez? La première solution, c'est de conserver la version distante au détriment de la version locale. Pour cela, j'utilise la commande git checkout-theres contributing.md. Le fichier contributing.md a été mis à jour. Le détail du conflit a été enlevé et son contenu correspond maintenant à la version présente sur le repository distant. Les modifications locales ont été écrasées. Maintenant, pour confirmer la résolution du conflit, j'exécute git add contributing.md, puis git commit-m avec un message de conflit. Enfin, git push.
Le conflit est résolu. Super, on a réussi cette première solution. Mais on aurait pu faire un autre choix. Imaginons que la version locale soit celle à conserver. Dans ce cas, on va devoir écraser la version distante. On va faire comme ça. J'utilise la commande git checkout-hours contributing.md. Le fichier contributing.md a été mis à jour, le détail du conflit a été enlevé et son contenu correspond à la version présente dans le repository en local. Maintenant, pour confirmer la résolution du conflit, j'exécute git add contributing.md, puis git commit-m avec un message pour ce commit. Enfin, git push. Voilà, le conflit est résolu. Ces deux solutions sont vraiment similaires. Attention à ne pas vous tromper entre l'option There's et l'option Ours. Il ne s'agirait pas de faire l'inverse de ce que vous souhaitez. Enfin, une dernière possibilité s'offrait à nous. Modifier manuellement le fichier en conflit et créer une nouvelle version de ce fichier. J'ouvre le fichier contributing.md dans un éditeur de texte. Entre la ligne 10 et 12, il y a la modification locale. Entre la ligne 12 et 14, il y a la modification distante. Je vais conserver uniquement la ligne 11, où la faute d'orthographe est corrigée, et supprimer les lignes 10 et 12 à 14. Voici la nouvelle version du fichier contributing.md. Je sauvegarde ces modifications. Dans cette situation, la modification à faire est simple, mais vous tomberez assurément sur des conflits où mettre à jour manuellement le fichier en conflit permettra de ne perdre ni le contenu distant, ni le contenu local, ce qui vous sera très utile. Je ferme maintenant mon éditeur de texte. Pour confirmer la résolution du conflit, j'exécute git add contributing.md, puis git commit-m et le message de commit. Enfin, git push. Voilà, le conflit est résolu. Nous avons réussi à résoudre le conflit de 3 façons différentes. Félicitations! Dans ce corrigé, on va voir comment résoudre un bug sans impacter notre tâche en cours. D'abord, je vous montre comment traiter la tâche en cours. J'ouvre le fichier readme.md dans un éditeur de texte, puis j'ajoute mon nom dans la section Auteur. Enfin, je sauvegarde et je ferme mon éditeur de texte. Je termine en exécutant la commande git add readme.md. Ainsi, cette nouvelle version du fichier readme est ajoutée à l'index de Git. À partir de là, nous sommes prêts pour le scénario de se corriger. Nous devons corriger un problème sur le fichier readme.md sans impacter notre tâche en cours. Le problème est le fait que la section prérequis est disparue du fichier. La tâche en cours est la modification que nous venons de faire sur le fichier. Comme nous l'avons appris dans le cours, pour mettre de côté notre travail et se concentrer sur la résolution du problème, j'exécute la commande git stash. Je constate la bonne réussite avec la commande git status. En effet, aucune action n'est requise, nothing to commit, working tree clean. Très bien, notre travail est mis de côté. Maintenant, il s'agit d'identifier le commit qui pose problème. Une solution serait d'analyser l'historique de commit, mais il faut bien admettre que ce serait fastidieux, surtout si l'historique est très long. On va faire mieux que ça grâce à la commande git bisect. Cette commande va nous demander l'ID d'un commit dont on sait que les fichiers contiennent le bug, et l'ID d'un commit dont on sait que les fichiers ne contiennent pas le bug. Ensuite, elle va nous placer sur différents commits, et pour chacun des commits, on devra lui indiquer si le bug est présent dans les fichiers. Au bout d'un moment,
Git bisect sera capable de nous donner le commit qui a introduit le bug. C'est parti. Pour commencer, j'exécute git bisect start. Ainsi, je lance le process d'identification du mauvais commit. Maintenant, je tape git bisect bad head pour indiquer que le commit le plus récent contient le problème. Puis j'utilise git log pour récupérer un numéro de commit valide. Je choisis le dernier commit de la journée du 16 et je copie son ID. Je tape maintenant git bisect good et je colle l'ID valide. À partir de cette étape, je vais être placé sur différents commits automatiquement. À chaque fois, je vais regarder le contenu du fichier readme.md avec la commande cat readme.md. Si la section prérequis est présente, je tape git bisect good. Sinon, je tape git bisect bad. Vérifions. La section prérequis est présente. Git bisect good. J'arrive maintenant sur un autre commit. La section n'est pas présente. Git bisect bad. Je suis sur un troisième commit. La section n'est pas présente. Git bisect bad. Voilà. Le process de git bisect a identifié le commit problématique. Je vais maintenant copier l'ID de ce commit. Je sors du process avec git bisect reset. Et je vais maintenant annuler l'effet du commit problématique avec la commande git revert et l'ID de ce commit. Je ferme cet éditeur de texte, c'est le message pour le commit de revert. Et voilà. Super, on a identifié le commit problématique et on a annulé son effet avec la commande git revert. Il ne nous reste plus qu'à récupérer notre travail mis de côté. Pour cela, j'exécute la commande git stash pop. J'affiche maintenant le fichier readme.md avec la commande cat readme.md et je constate que dans la section auteur, il y a bien mon prénom Romain. J'ai donc bien récupéré le travail que j'avais mis de côté. Et voilà le travail. Je vous retrouve à la prochaine étape. On va personnaliser notre usage de Git et GitHub avec les workflows. Tout au long du cycle de vie d'un projet, de nombreux contributeurs apportent des modifications à notre code. Il est donc indispensable de pouvoir observer quelles modifications ont été faites, sur quel contenu et à quel moment. Avec Git, c'est la fonctionnalité d'historique qui nous permet d'identifier ces modifications. Donc c'est un élément essentiel pour bien gérer un projet collaboratif. Pour visualiser cet historique, on utilise l'image d'un arbre à plusieurs branches. Chaque branche contient un ou plusieurs commits, et chaque commit correspond à une modification qui a été apportée au fil du projet. Parfois, sur les branches du projet, on trouve des commits inutiles ou erronés, qui rendent l'historique moins lisible et le polluent. Dans ce cas, on a besoin de réécrire l'historique en modifiant soit un commit, soit une branche tout entière. L'objectif est de rendre l'historique plus clair et plus lisible. Alors, comment corriger l'historique d'un projet et comment éviter de le polluer? Je vous montre ça avec 3 situations que vous avez pas mal de chances de rencontrer. Première situation. Lors d'un commit, on devait joindre 3 fichiers, mais on en a oublié un. On pourrait corriger ça en faisant un nouveau commit qui contiendrait le 3e fichier. Mais ça viendrait polluer l'historique, puisqu'on aurait 2 commits là où un seul était nécessaire. Allez, on l'enlève. La bonne solution, c'est de réécrire l'historique en modifiant le dernier commit grâce à l'option -- amend de la commande git commit. Le problème est résolu et notre historique n'est pas pollué. Deuxième situation.
Une branche de fonctionnalité a été créée à partir de la branche main. Puis, un commit a été fait sur la branche main après que cette branche de fonctionnalité ait été créée. On veut maintenant intégrer le commit réalisé sur la branche main à la branche de fonctionnalité. On pourrait faire un merge de main vers la branche de fonctionnalité. Mais ça créerait un nouveau commit de merge. Et ce nouveau commit serait une pollution de l'historique. Pour intégrer le commit réalisé sur la branche main à la branche de fonctionnalité, tout en conservant un historique propre, la meilleure solution c'est de rebaser la branche de fonctionnalité sur la branche main. C'est-à-dire qu'on va déplacer les commits de la branche de fonctionnalité vers la pointe de la branche main. Et voilà, l'historique est beaucoup plus lisible. Troisième et dernière situation. Parfois, un commit peut introduire un bug. Donc il est nécessaire d'annuler ce commit. Mais voilà, comme rien n'est jamais facile, en plus, vous êtes en plein milieu d'une tâche qui concerne de nombreux fichiers. Alors comment allez-vous gérer ce commit problématique sans impacter votre travail en cours? On ne va pas committer une partie de notre travail alors qu'il n'est pas fini. Ça polluerait encore une fois l'historique. Donc, il faut commencer par mettre de côté notre code avec la commande git stash. Nos modifications sont conservées par Git et le répertoire de travail revient à l'état du dernier commit. On peut donc travailler sur autre chose sans impacter notre tâche en cours. Une fois le code mis de côté, on peut identifier le commit erroné à l'aide de la commande git bisect et annuler les effets de ce commit avec git revert. Il ne reste plus qu'à reprendre notre travail avec git stash pop. Ça va nous permettre de récupérer les modifications mises de côté. Vous l'aurez compris, il est très facile de polluer inutilement son historique Git. Mais avec une bonne maîtrise des commandes, vous pourrez maintenir un historique lisible et très utile. Pendant cette démonstration, je vais vous montrer comment modifier l'historique de votre projet grâce à la commande git rebase. Je commence par exécuter la commande git status pour constater que je suis bien sur la branche main. Et c'est bien le cas. Maintenant, je vais créer une nouvelle branche avec git checkout-b feature. Je suis désormais positionné automatiquement sur la branche feature. Maintenant, je crée un nouveau fichier qui va contenir un simple texte. J'utilise la commande echo feature.txt. Voilà, le fichier a été créé. Je vais maintenant le commit afin d'avoir un commit dans cette branche. Voilà qui est fait. Je vais maintenant me positionner sur la branche main pour créer un nouveau commit sur cette dernière. Git checkout main. Même principe, je crée un nouveau fichier que je commit. J'ai donc maintenant la branche main qui contient un commit qui n'existe pas dans la branche feature. Je souhaite maintenant intégrer ce commit dans la branche feature sans polluer l'historique. Pour cela, je commence par me déplacer sur la branche feature avec git checkout feature. Maintenant, je vais faire l'opération de rebase avec la commande git rebase main. Nous venons de déplacer les commits de la branche feature à la pointe des commits de la branche main. Et nous allons pouvoir constater que le commit qui est associé à la création du fichier main.txt est bien présent dans l'historique de la branche feature. Et nous allons voir qu'il y a bel et bien également le commit associé à la création du fichier feature.txt. Alors vérifions cela avec la commande git log. Nous voyons que le dernier commit correspond à la création du fichier feature.txt, tandis que l'avant-dernier commit correspond à la création du fichier main.txt. Nous sommes donc dans l'ordre inverse de la chronologie de l'exécution des opérations. Pourquoi ? Eh bien, comme nous l'avons dit, car le commit de la branche feature a bien été déplacé à la pointe
des commits de la branche main. En conclusion, nous avons réussi à ne pas polluer l'historique avec un commit de merge grâce à la commande git rebase. Dans cette démonstration, je vais mettre de côté une tâche en cours, puis identifier un commit problématique, ensuite annuler ce commit et enfin récupérer ce qui a été mis de côté. J'exécute la commande git status. Je note que 3 fichiers sont dans l'état modified. Je vais donc les mettre de côté pour pouvoir résoudre un problème qui était détecté. Pour cela, je tape la commande git stash. Pour constater que ces modifications ont bel et bien été mises de côté, j'exécute de nouveau la commande git status. Et on note que le répertoire de travail est propre, sans modification en attente. Le problème à résoudre est la suppression non souhaitée du fichier contact.html. Je dois trouver le commit qui est à l'origine de cette erreur. Je vais l'identifier avec la commande git bisect. Cette commande va me placer sur différents commits automatiquement. À chaque fois, je vais regarder le contenu du répertoire avec la commande ls-la. Si le fichier contact.html est présent, je tape git bisect good, sinon je tape git bisect bad. Démarrons le process avec la commande git bisect start. Maintenant, je vais indiquer un commit erroné. J'utilise pour ça le mot head, qui correspond à la tête, à la pointe de ma branche. Je dois maintenant fournir un commit qui est valide. J'affiche mon historique de commit et je vais choisir le dernier commit pour la date du 16. Voilà, celui-ci. Je copie son ID et je tape git bisect good en collant l'ID qui est valide. Maintenant, git bisect me place sur différents commits. Je vais vérifier le contenu du répertoire. Je note ici, à l'intérieur du répertoire src, je note ici que le fichier contact.html est présent. Je vais donc pouvoir indiquer que ce commit est valide avec git bisect good. Maintenant, le process m'a placé sur un autre commit et je vais pouvoir répéter les mêmes opérations. Vérifions le contenu du répertoire src. Ici, le fichier contact.html n'est pas présent. Donc je tape git bisect bad. J'arrive sur un autre commit. Le fichier n'est toujours pas présent. Git bisect bad. Voilà. Le process de git bisect a trouvé le commit qui pose problème. C'est celui qui a ce numéro, C85, C9A, etc., etc. Je copie ce numéro de commit et on note qu'il y a eu une erreur en fait dans le message. Il est écrit mise à jour de la page de contact alors qu'en réalité, le fichier a été supprimé. Je vais maintenant interrompre le process de git bisect avec git bisect reset. Et je vais revert maintenant ce commit afin d'annuler son effet avec la commande git revert et je colle l'ID du commit en question. Un éditeur s'ouvre avec un message par défaut pour cette opération de revert. Je garde le message tel quel. Voilà, le commit a été revert. Dernière étape, je dois récupérer le travail que j'ai mis de côté. Pour cela, j'exécute la commande git stash pop. Et on voit que les 3 fichiers mis de côté, à savoir contributeur.html, documentation.html et index.html, ont été récupérés et ils sont bien en modification. Voilà, nous avons réussi les 4 étapes. Premièrement, mettre de côté une tâche en cours. Deuxièmement, identifier le commit qui est à l'origine d'un problème. Troisièmement, annuler ce commit. Et enfin, quatrièmement, reprendre la tâche
qui a été mise de côté. Alors concernant Git, c'est une utilisation type Git Flow assez classique avec des branches, par features, par bug. Et pour GitHub, c'est plutôt comme un outil permettant de faire, les reviews, et puis pour avoir les commentaires, concernant les reviews. Alors le contexte, c'est toujours d'éviter de se marcher sur les pieds entre développeurs. Puisque chaque story va avoir sa branche, on a vraiment le code pour chaque story à un endroit, les modifications spécifiques. On va donc pouvoir savoir ce qui a été fait. On va pouvoir reprendre le travail plus facilement si un développeur doit s'absenter. Et puis, on va aussi pouvoir résoudre les conflits de code plus facilement puisque à la fin du travail, on va merger la branche spécifique dans la branche principale et on va à ce moment-là avoir les éventuels conflits de lister et pouvoir travailler à les résoudre. Alors il y a 2 points principaux. Le premier point, c'est qu'il faut définir une stratégie commune de gestion des branches, donc que ce soit le nommage, les règles d'approbation ou même les règles concernant les messages de commit. Il faut se mettre d'accord pour éviter que des gens soient frustrés parce qu'on va leur demander de refaire quelque chose. Et le deuxième grand point, c'est la communication entre développeurs. Il faut faire attention à la façon dont elle se fait, d'une part. Donc il faut faire attention à se ménager entre développeurs. Et il faut aussi se mettre d'accord sur l'endroit où elle se fait, que ce soit sur une messagerie instantanée, s'il y en a plusieurs dans l'entreprise, il faut définir laquelle, ou dans un outil spécifique. Alors comme pour tout ce qui est workflow, il y a potentiellement un manque d'investissement, donc il faut expliquer pourquoi le workflow est important. Ensuite, il faut faire attention particulièrement aux juniors qui ne sont pas forcément habitués à utiliser Git, qui est un outil qui peut être un peu complexe parfois. Et puis, il y a aussi la peur de voir son travail critiqué, qui peut amener à contourner un petit peu le workflow, voire à soi-même ne pas émettre trop de critiques par peur de voir son propre travail critiqué. C'est un bilan qui est totalement positif puisque on a un outil qui va nous permettre de limiter les risques de casser le code, qui va aussi augmenter la qualité du code. Bien sûr, ça reste limité par le facteur humain puisque ça reste des êtres humains qui revoient et qui font les critiques. Donc il faut rester attentif à ça. Et il faut aussi rester attentif au fait que la partie peer programming, donc les revues de code notamment, ne doivent pas trop ralentir la production. Il faut donc savoir définir ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Alors, il n'y a pas de grands conseils, si ce n'est de se mettre d'accord au sein de l'équipe, surtout de bien communiquer. Voilà, s'il y a des critiques, des incompréhensions, il faut communiquer, c'est le plus important. Il faut surtout toujours conserver la cohésion de l'équipe. Et voilà, je dirais que c'est le plus grand conseil, c'est la communication. Voyons ensemble comment utiliser le workflow Gitflow et les commandes du plugin de ce dernier. Nous allons commencer par initialiser un nouveau repository Git avec la commande git flow init. Plusieurs informations nous sont demandées. Concernant la première information, à savoir le nom de la branche pour la production, au lieu de master, nous allons indiquer main. Pour le reste, nous allons laisser les valeurs par défaut et donc simplement nous faisons entrée. Voilà, le repository Git est initialisé. Exécutons la commande git branche-v. Nous constatons que 2 branches ont été créées. La branche main, qui contiendra le code de production, et la branche develop, qui a pour objectif l'intégration des branches de fonctionnalité. Maintenant, je vais créer une nouvelle branche de fonctionnalité. Et pour cela, j'exécute la commande git flow
feature, start, puis le nom de la branche. Ici, fonctionnalité 1. Une nouvelle branche est créée, je suis automatiquement positionné sur cette branche et je vais maintenant créer un nouveau fichier puis le committer pour simuler cette fonctionnalité. J'exécute la commande echo test sur le fichier test.txt. Je vais maintenant committer ce fichier. Tout d'abord git add test.txt, puis git commit-m test.txt ajouté. Maintenant, je souhaite intégrer cette fonctionnalité dans la branche develop. Pour cela, j'exécute la commande git flow feature finish fonctionnalité 1. La branche fonctionnalité 1 va être mergée sur la branche develop, puis ensuite elle sera supprimée. Nous avons maintenant notre fonctionnalité qui a été intégrée sur la branche develop. Pour envoyer en production une fonctionnalité terminée, nous allons la réaliser avec une nouvelle commande. J'exécute git flow release start, puis la version de la release, ici 0.0.1. Grâce à cette branche de release, nous pourrions faire d'ultimes modifications avant l'envoi en production. Mais ici, il n'y en a pas. Alors, envoyons directement en production cette release avec la commande git flow release finish 0.0.1. Cette commande va déclencher plusieurs opérations qui vont nous demander de confirmer des messages par défaut ou bien même de fournir un message pour un tag. Pour ce merge, nous laissons le message par défaut. Pour ce tag, nous écrivons tag 0.0.1. Nous sauvegardons le fichier. Et enfin, pour ce dernier merge, nous laissons également le message par défaut. Voilà, la branche de release a bel et bien été intégrée à la branche main. Je vais vérifier cela avec la commande git checkout main pour me positionner sur cette branche. Puis je peux constater le contenu de la branche avec la commande ls-la et je note que le fichier test.txt est bien présent. Nous avons donc réussi à intégrer la nouvelle fonctionnalité en production. Nous avons réussi à utiliser efficacement le workflow git flow pour créer une nouvelle branche de fonctionnalité, puis pour intégrer cette fonctionnalité en production à travers une branche de release. On s'attaque à une nouvelle issue, la numéro 5. Il s'agit d'ajouter un fichier gitignore au projet. Pour faire ça, on va utiliser le workflow git flow. On commence par initialiser notre repository en mode git flow et créer notre branche de fonctionnalité. Pour cela, j'ai au préalable forké puis cloné le repository comme vu au chapitre 2. Je peux maintenant exécuter la commande git flow init. Plusieurs informations me sont demandées et je vais laisser les valeurs par défaut. Voilà, le repository est initialisé et je suis automatiquement positionné sur la branche develop qui a été créée. Je crée désormais la branche pour ma nouvelle fonctionnalité. J'utilise pour cela la commande git flow feature start issue 5. La branche de fonctionnalité est créée et je suis positionné sur celle-ci. À cette étape-là, on a donc 3 branches sur notre repository. La branche main pour le code final, la branche develop qui nous sert à intégrer nos différentes branches de fonctionnalité et la branche issue 5 qui nous permet de traiter la tâche en cours. Alors, on est prêt à réaliser cette tâche. Je crée un nouveau fichier gitignore à la racine du repository. Je vais maintenant sur Internet récupérer le contenu du fichier gitignore selon le template demandé. J'ouvre le nouveau fichier gitignore dans un éditeur de texte. Je colle le contenu. Je sauvegarde mon fichier. Puis je retourne sur mon terminal. Git add gitignore.
git commit-m, ajout du fichier git ignore. Je vais maintenant intégrer cette fonctionnalité dans la branche develop avec git flow feature finish issue 5. Excellent. On a ajouté le fichier .gitignore au repository et puis on a clôturé la branche de fonctionnalité. Pour aller au bout, il faut maintenant réaliser ce travail. Je crée la branche de release avec git flow release start 0.0.2. J'affiche le contenu du répertoire de cette branche avec la commande ls-la et je note que le fichier gitignore est bien présent. Je n'ai rien d'autre à faire pour cette release. J'exécute donc git flow release finish 0.0.2. Git flow release finish 0.0.2. Un premier message est demandé pour le merge de la release vers la branche main. Nous allons le constater de suite. Voilà, je laisse le message par défaut. Puis un message est demandé pour le tag créé. Ici, je saisis tag 0.0.2. Enfin, un troisième message est demandé pour le dernier merge. Je laisse le message par défaut. Je me positionne maintenant sur la branche main avec git checkout main. Puis je constate le contenu du répertoire avec ls-la. Et voilà, la branche main contient le fichier gitignore qui nous était demandé. Bon, il faut reconnaître que pour un simple ajout de fichier, comme ce qu'on vient de faire, le workflow peut sembler très contraignant. Mais, face à des tâches plus complexes, au sein de projets de grande envergure, Gitflow devient la garantie d'un repository bien maîtrisé. Maintenant, on commence à bien connaître Git et GitHub. Mais attention, il ne suffit pas de maîtriser ces outils pour assurer une collaboration efficace. Et oui, Git est une sorte de boîte à outils flexible et adaptable. On peut s'en servir comme on veut. Du coup, pour que chaque contributeur utilise Git de la même manière, c'est à nous de définir des normes d'utilisation pour notre projet. C'est pour ça que dans ce chapitre, on va apprendre à mettre en place et à respecter un workflow. Un workflow, c'est une sorte de liste de recommandations à suivre pour utiliser Git et GitHub de façon efficace. Un peu comme une ligne de conduite pour tous les collaborateurs. Des workflows, il en existe pas mal. Et certains sont très reconnus. Mais chaque équipe peut créer son propre workflow pour répondre aux besoins spécifiques de son projet. Le choix du workflow permet de répondre à des questions comme quand créer une nouvelle branche, quand merger une branche, quelle branche contient le code final, quelle nomenclature adopter, etc. Dans le cours, je vous présente 5 workflows qui ont chacun leur particularité. Mais pour le projet Open Transport, on va se concentrer sur un workflow nommé Gitflow. Gitflow, c'est un modèle assez contraignant qui permet de garder le contrôle sur les nombreuses contributions quand on travaille en open source. Le principe de Gitflow, c'est de créer des branches de fonctionnalités. Pour chaque fonctionnalité implémentée, on crée une branche qu'on appelle aussi Feature Branch. On dispose aussi d'une branche Develop qui sert à intégrer les branches de fonctionnalités. De branches de livraison ou Release Branch qui vont regrouper un ensemble de fonctionnalités qu'on considère comme finalisées. La branche Main ou Master qui contient uniquement du code provenant des branches de release. Et des branches hotfix dédiées à résoudre des bugs détectés dans la branche Main. Avec ce workflow, un morceau de code a beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à la branche Main. Ça permet de garder le contrôle et de conserver une branche principale avec du code propre. C'est vraiment adapté pour notre projet. Allez, on passe tout de suite à la pratique et je vous montre comment utiliser Gitflow. Voyons comment mettre en place un hook. Le répertoire hooks
au sein du répertoire .git de notre repository contient un ensemble de hooks mis à disposition par Git et que nous pouvons adapter à nos besoins. Je souhaite modifier le hook nommé commit-msg.sample. J'ouvre donc dans un éditeur de texte ce hook et je vais modifier son contenu en y copiant un script que vous retrouvez dans la suite du cours. Ce script permet de vérifier que le message de commit commence bien par un numéro d'issue préfixé par le caractère dièse. Je sauvegarde et je ferme mon éditeur de texte. Maintenant, je renomme le fichier commit-msg.sample en supprimant tout simplement l'extension .sample. De cette façon, ce hook sera pris en considération par Git lors de l'exécution de la commande git commit. Enfin, pour vérifier le bon fonctionnement du hook, je vais réaliser un commit. J'ouvre donc un terminal, je crée un nouveau fichier, j'exécute la commande git add dans .txt, puis maintenant, je vais réaliser un commit, mais attention, mon message de commit ne sera pas préfixé par dièse et le numéro de l'issue. Je m'attends donc à ce que mon hook refuse ce commit. Et c'est bien le cas. Ici, j'ai le message d'erreur. Votre message de commit ne commence pas par le numéro de l'issue précédé du caractère dièse. Je vais donc de nouveau committer, mais cette fois-ci, je préfixe par dièse 1 et je m'attends à ce que mon commit réussisse. Et c'est également le cas. Mon commit est passé, le hook n'a pas généré l'erreur comme ça a été le cas précédemment. Nous avons réussi à modifier un hook et à le mettre en service afin d'améliorer notre utilisation de Git. Dans cette démonstration, nous allons voir ensemble comment utiliser certaines fonctionnalités du client Gitkraken. Commençons par le clone d'un repository existant sur GitHub. Je me rends sur la page du repository, je récupère son URL, puis je retourne sur mon client. J'utilise le bouton Clone repo, la première option Clone with URL. Je choisis le répertoire où le repository sera cloné, celui-ci dans mon cas. Je colle l'URL, puis j'appuie sur le bouton Clone the repo. Voilà, le repository a été cloné et je peux maintenant l'ouvrir sur mon client grâce au bouton Open Now. J'arrive sur l'interface de gestion du repository qui est cloné sur mon poste de travail. L'interface de Gitkraken me permet de visualiser différentes informations. Par exemple, sur la partie centrale, je vois l'historique de commit. Je note qu'il y a deux branches, la branche main et la branche P1C4. Il y a une coche sur la branche main. C'est parce que je suis positionné sur cette dernière. Pour créer une nouvelle branche, à partir de la branche main, je vais faire un clic droit, Create Branch Here, et je vais entrer le nom de la branche. Par exemple, Issue 6. J'appuie sur Entrée et la branche Issue 6 a été créée. Je note que je suis automatiquement positionné sur cette branche après sa création. Maintenant, je vais aller modifier un fichier existant, à savoir le fichier readme.md. Et ensuite, je ferai le nécessaire pour pouvoir le committer. J'ouvre le fichier readme.md dans un éditeur de texte. Puis je me rends dans la section Auteur, je remplace le texte non spécifié par Romain. Je sauvegarde ma modification et je retourne sur mon client Git. Ici, il y a une notification. Le client a détecté qu'un fichier du répertoire de travail a été modifié. Je clique donc sur le bouton View Change. C'est bien le fichier readme.md qui a été modifié. Et je peux stager ce fichier. Maintenant, je peux committer. Je saisis pour cela un commit message, par exemple, ds6 ajout de Romain comme auteur. Puis j'appuie sur le bouton
Commit Change to One File. Je vois que le commit apparaît maintenant dans l'historique de commit dans la partie centrale de mon client et je peux maintenant envoyer cette modification sur les repositories distants grâce au bouton Push. Je le fais. Il me demande donc quelle est la branche remote que je souhaite modifier. Ici, c'est bel et bien Origin, l'issue 6 et j'appuie sur Submit. Voilà, comme l'indique le message en bas à gauche, j'ai réussi à pusher mon travail sur le repository distant. Voyons maintenant comment créer une pull request avec GitKraken. À gauche, dans le menu pull request, j'appuie sur le bouton plus. Un formulaire s'ouvre et je vais le remplir. From repo, c'est le repository source, ici le mien. To repo, le repository cible, celui d'Open Classrooms. La branche source, ici je choisis issue 6. La branche cible, je choisis main. Le titre est pré-rempli avec le dernier commit message. Je pourrais saisir une description. Je pourrais fournir d'autres informations. Et enfin, je peux appuyer sur le bouton Create Pull Request. Faisons-le. Voilà, la pull request est créée. Pour terminer cette démonstration, je vais vous montrer comment merger une branche dans une autre branche, à savoir la branche issue 6 dans la branche main. Pour ça, je fais un clic droit sur la branche main, puis merge issue 6 into main. Je clique. Un nouveau commit de merge a été créé et donc nous avons réussi à merger l'issue 6 dans la branche main. C'est d'ailleurs bien représenté graphiquement dans l'historique de commit. Nous avons finalement réussi ensemble à faire des manipulations assez élémentaires dans GitKraken. Bien évidemment, GitKraken permet de faire bien plus encore. Cette démonstration avait simplement pour but de vous éveiller à l'utilisation d'un client Git et de voir comment est-ce que cela peut parfois rendre plus ergonomique nos manipulations de nos repositories GitHub.